En 1954, il y a une grave crise de logement. Vous savez, c'est l'appel de l'abbé Pierre, c'est des sans-abri, et tout un programme de construction HLM se développe en France. Et c'est dans ce cadre-là que les FFF ont été construits. Il y avait des terrains disponibles sur le plateau à Athis qui appartenaient à la grande famille Chaudron de Courcelles, qui avait pendant longtemps été établie à Athis-Mons, en particulier dans ce qui est maintenant le collège de Saint-Charles, et qui était le château donc de la famille Chaudron de Courcelles. Et les terres qu'ils avaient, c'était des terres à blé, donc à céréales, pommes de terre, etc. Et c'était plus intéressant de les vendre que de continuer de l'agriculture. Donc ça a été vendu à la commune et aux sociétés de HLM. Et en 1957 a démarré le programme des FFF, c'est-à-dire foyer du fonctionnaire et de la famille, qui est un regroupement de différentes sociétés HLM. Alors c'est vrai que le quartier du Noyer-Renard a été construit comme beaucoup de résidences, on va dire les grands ensembles à l'époque, à partir de la Seconde Guerre mondiale. On a besoin effectivement de reconstruire les routes, les différentes entreprises, les voies ferrées, etc. Et donc effectivement, pour pouvoir reconstruire ces établissements-là, il faut également permettre à la population de se loger, d'où effectivement la création de la résidence du Noyer-Renard. Au début des années 50, malgré la reconstruction, la crise du logement devient un véritable drame national. Sur le terrain demeuré nu d'effroi de lit, la société HLM Orly Park construit en 1954 47 logements de première nécessité. Le reste du terrain est acheté en 1955 par la Société du foyer du fonctionnaire et de la famille, les FFF, et la Société HLM d'Athis-Mons, la TJN, qui construit 197 logements au sud du quartier. Les premiers travaux de voirie et de canalisation débutent sur les terrains du FFF. Les bâtiments sont construits de manière industrielle, en série, mais restent limités à 5 étages, du fait de la proximité de l'aéroport d'Orly. 1267 logements sont réalisés de 1958 à 1962. Les constructions ont eu lieu par deux tranches. Une première tranche qui a commencé en 1957 de logements jusqu'en 1960, et à partir de 1960-62, une deuxième tranche où là, on a construit plutôt, je dirais, les services, c'est-à-dire Attaque, qui était le centre commercial, l'église, qui se trouvait où aujourd'hui il y a le centre Michelet, et les écoles, bien sûr, sur le secteur. Effectivement, ça permettait de regrouper, d'avoir des loyers finalement conformes au niveau de vie et permettre effectivement aux populations de pouvoir vivre et en même temps travailler. Et les populations sont venues, je pense que pour eux, ça doit être du bouche à oreille d'abord, c'est-à-dire que les réseaux familiaux et de voisinage jouent à plein. Donc quand ils connaissent des gens de leur pays d'origine qui sont installés à Athis-Mons, ils demandent par exemple en priorité à Athis-Mons. Hein. Et puis parce que ce sont des logements sociaux, ça c'est pour l'ensemble des grands ensembles. Hein. Il n'y a pas plus à Athis-Mons qu'à Ris-Orangis ou à Viry-Châtillon par exemple. La première fois quand je suis venue visiter le logement, j'ai ouvert le robinet, j'ai dit « oh, il y a l'eau », parce qu'on n'avait pas l'eau, on n'avait pas le gaz. Et quand on a emménagé, et ben on se retrouvait à chaque fois, on se retrouvait tous les quatre dans la même pièce, parce qu'on était tellement peu habitués. C'était vraiment ça. C'était une époque où il y avait besoin de logements sociaux, où les gens vivaient dans des conditions d'insalubrité dans leur logement. Et en tout cas, l'émergence de quartiers comme ça, enfin ce que je vous dis, c'est pas un scoop, hein, mais l'émergence de quartiers comme ça, c'était une bénédiction pour des tas de gens. Et c'était le vrai confort, c'était des cuisines, c'était des salles de bain, c'était des vraies toilettes, enfin, des chambres pour les enfants et tout. Mais ouais, et ça, on a du mal à s'en rappeler, je trouve, maintenant. Vu les conditions dans lesquelles ils avaient été logés auparavant,
soit dans leur pays d'origine, soit dans leur région ou à Paris, dans des taudis, ce qu'ils appréciaient, c'était le confort, c'était l'eau chaude. Hein. Ils venaient souvent d'appartements où il y avait pas de toilettes, où il n'y avait pas d'eau. Donc c'était le confort. Pour les enfants, une zone qui était assez sécurisée. Nous avions prioritairement une population composée d'ouvriers salariés, avec effectivement leur famille, et au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que la résidence devenait intergénérationnelle, voire même plusieurs logements appartenant à la même famille. Un logement au niveau des parents, un logement au niveau des frères et sœurs devenus indépendants et fondant également leur propre famille, mais également les oncles et les tantes. À la fin des années 50 et surtout donc début des années 60, donc des fonctionnaires et des rapatriés d'Algérie. Quand je suis arrivée en 64, il n'y avait que la butte. Alors il y avait l'autoboggan, une balançoire, mais pas la balançoire en plastique, non, c'était un bout de fer avec deux côtés, c'était du bois. Et les enfants se jouaient beaucoup. Bon, il y avait beaucoup de vélos aussi, les enfants qui avaient 3 ans, des petits vélos. Mais ces petits chevaux, moi, je ne les ai pas connus. Dans les années 70, un peu comme partout en France, sont arrivés des Portugais. Moi, je me souviens d'avoir eu une élève que j'avais été voir ici, qui est maintenant responsable d'ailleurs des Portugais sur Athis. Je ne sais pas si elle n'a pas été élue. Isabelle Mesquita, enfin bon, qui est un nom assez connu. Et donc c'était l'époque où il y avait des familles portugaises. Puis ensuite, dans les années 80, eh bien, sont arrivées les populations venant d'Afrique du Nord, puis d'Afrique du Sahel. Il faut dire que la cité par elle-même, il y avait beaucoup de rapatriés. Hein. Ils venaient d'Algérie, d'Afrique du Nord, de Tunisie. Bon, il y avait déjà des gens qui habitaient là, qui étaient de la Kabylie, d'Algérie, d'autres des Juifs. Bon, tout un mélange de culture et de savoir-vivre, hein, parce que chacun vivait sa culture sans se disputer ce qu'il y a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement combien il y a de nationalités, mais c'est, je sais pas, je crois une trentaine de nationalités différentes. Les derniers, je me souviens qu'il y a eu des Bosniaques, il y a eu, enfin, vraiment, on a l'impression que c'est presque le monde entier, quoi. Il y a assez peu d'Asiatiques, malgré tout. Il y a pas, à mon sens, il n'y a pas de population chinoise, par exemple, ou indienne, oui. Indienne, oui. Mais d'asiatique, non. C'est plutôt essentiellement le Maghreb, l'Afrique du Sahel, la Turquie. La Turquie et puis les pays de l'ex-Yougoslavie, quand même aussi. Voilà, je pense que c'est pas tellement non plus d'Amérique du Sud, mais enfin bon, ça c'est un peu normal. Ils descendent ici, jusqu'à là, ils refont le tour et ils rebelotent, ils recommencent tout le temps. Bah, ils ont fabriqué leur circuit, hein, carrément. Hein. Ça, c'est eux qui l'ont fait à force de passer, y compris les scooters. Puis ils se gênent pas quand il y a des vélos aussi. Donc, mais les enfants, ils ont trouvé le moyen de... Ils n'ont pas de circuit, donc eux, ils l'ont fait. C'est pour ça que les gens ils se plaignent qu'ils entendent des bruits de moto. On s'ennuie alors on sort nos motos. Il n'y a aucun éducateur pour nous, déjà. Pas d'activité. Aucune activité. Avant il y avait la maison de quartier mais il n'y a plus rien. Avant c'était eux qui faisaient les activités, maintenant c'est nous qui nous les faisons tout seuls. Je suis agent de médiation sociale moi. Je travaille dans les bus scolaires de Delalande et on est là pour tempérer les choses parce qu'avant il y avait énormément de raquettes, les chauffeurs étaient agressés, les bus étaient cassés, c'était des insultes à n'en plus finir. Ils ont essayé de mettre des jeunes, ils ont essayé de mettre des... Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que c'était les mères de famille qui portaient le plus le poids parce qu'ils nous respectent. D'abord, ils nous appellent les mamans du bus. S'ils veulent aller au cinéma, il faut qu'ils aillent sur Belle-Épine. S'ils veulent aller à la patinoire, bon, c'est vrai qu'on a la patinoire qui est pas très loin, il y a la piscine aussi qui est pas très loin. Il y a, mais ils n'ont pas de structure vraiment adaptée pour eux. Il faudrait peut-être, je sais pas, essayer d'avoir une réunion avec des ados, savoir exactement ce qu'ils voudraient qu'on fasse pour eux.
Il y en a beaucoup, ils sont dans au ZEF, il y en a beaucoup, ils sont dans la musique. Ils sont dans la musique, la chanson, le rap, et il n'y a rien du tout là-dessus. Il y en a pas de genre dans la musique. Il y en a même qui ont tourné des clips pour des chanteurs ici. Parce que justement, grâce aux ateliers de danse et tout ça, il y en a, ils sont venus chercher des danseurs pour jouer dans les clips. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il faudrait qu'ils développent plus. Il y a beaucoup de sport à Athis. Ça, pour les jeunes, ils veulent y aller, il y a quand même du sport. Donc ils veulent y aller. Hein. Oui, mais je trouve que ce qui est bête, c'est qu'il y a beaucoup de sport, mais par exemple, on fait de la boxe, il n'y aura pas de tournoi où on peut aller regarder. Alors, s'il y a des gens qui font de la danse, il n'y aura pas de spectacle de danse. Ça sert à rien d'en faire si on ne peut pas monter sur scène et le montrer. Pour les garçons, il y en a les footballs, il y en a les gymnases, les box style, il y en a tout. Mais les filles, il n'y a rien. La notion, j'allais dire, de grand ensemble, un peu ce qu'on a appelé la sarcellite, ça, je dirais que c'est presque une notion bourgeoise, de gens qui n'y habitent pas. Mais les premiers habitants étaient plutôt satisfaits. Lorsque l'ambiance s'est dégradée, ce n'était pas lié à l'architecture proprement dite, c'était au changement de population, où est arrivée au ZEF une population beaucoup plus pauvre. Aujourd'hui, nous avons une pluralité de la population accueillie, salariés, des cadres, des personnes effectivement en recherche d'emploi, voire même des personnes âgées. C'est toujours comme ça dans les quartiers. C'est une particularité, c'est-à-dire que le quartier qui a mauvaise réputation, les autres qui sont ni mieux, ni pire, ni je ne le juge pas, hein, ne veulent pas aller là-bas. C'est comme ça. Il y a eu la crise, il y a eu le chômage, donc la pauvreté, le chômage, le trafic, toutes sortes de trafics, l'insécurité. Et à ce moment-là, l'image du grand ensemble et du Noyer-Renard a changé. Mais ce n'est pas tellement, si vous voulez, l'architecture en quelque sorte. Et je crois que c'est une erreur de penser que si on refait l'architecture, si on retrace les rues, etc., on va éliminer les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux viennent d'autres causes. Les choix architecturaux pris à l'époque par le renouvellement urbain devaient permettre d'élargir l'offre du public accueilli, également ouvrir le quartier sur l'ensemble de la ville avec l'évolution notamment des transports en commun qui a fait son apparition, également la démolition de certains espaces, notamment la piscine, le grand centre commercial pour effectivement plus être axé sur des commerces de proximité. Ça a évidemment modifié les usages de la population avec la création du carrefour, notamment sur la N7. Cela a permis d'augmenter la capacité en commerce de la part de notre population et notamment qu'il est possible d'y aller en transport en commun, en voiture, voire même à pied. Plus tard, avec la dégradation de ces logements, il y a eu successivement des opérations de réhabilitation. Mais c'était des réhabilitations, j'allais dire, point par point, sans grande envergure. On a fait des résidentialisations, c'est-à-dire qu'on a fermé les devants d'immeubles, par exemple, pour les sécuriser. Bien souvent, les maris vont travailler, les mères de famille gardent des enfants, assurent effectivement l'entretien de la maison. Ces grands ensembles permettent de répondre à ces modes de vie, puisque nous avons à la fois des logements qui sont conçus de façon fonctionnelle, qui effectivement offrent des grands espaces verts. Nous avons également des commerces de proximité qui sont créés, et ce qui permet effectivement de pouvoir vivre en toute autonomie sur le quartier. Et puis finalement, dans les années à partir de 1980, effectivement, les emplois évoluent, les modes de vie évoluent également. On multiplie effectivement les voitures, les modes de transport du coup se développent également. Et à partir de là, effectivement, nous avons ce quartier grand ensemble qui ne correspond plus aux us et coutumes des politiques qui sont menées. La grande opération de réhabilitation a été
en 2005 le lancement de l'opération Anne-Rue. À partir de là, effectivement, est décidé notamment d'inscrire le quartier du Noyer-Renard dans le premier ANRU, opération de renouvellement urbain, qui va permettre effectivement une réhabilitation intérieure des logements, mais aussi de pouvoir réfléchir sur la nouvelle configuration extérieure de la résidence, avec la démolition de certaines cages d'escalier, de certains bâtiments, avec la création effectivement de programmes neufs, et puis la réhabilitation du coup du patrimoine ancien pour effectivement répondre aux nouvelles normes par rapport au logement. Entre 2007 et 2014, ce sont 338 logements sociaux qui ont été démolis. Les grands et larges immeubles uniformes ont laissé la place à des réalisations architecturales élaborées, de qualité diversifiée, plus intégrées dans l'environnement urbain et moins imposantes. 52 logements sociaux, répartis en 3 programmes, ont été livrés par Immobilière 3F en 2009 et conçus par l'atelier BLM. 38 logements collectifs sociaux, rue des Froides-Bouillies, hébergent actuellement la Poste, une pharmacie, une boulangerie et un bureau de tabac-presse en rez-de-chaussée. La première villa urbaine comprend 4 logements sociaux rue des Picardeaux. 10 maisons d'artistes sont implantées rue des Picardeaux et du Pré-Chambry. Ces 10 logements de 3 étages ont symbolisé le renouvellement urbain du quartier. De par leur architecture atypique, l'utilisation du bois comme matériau essentiel de construction, ces 10 maisons ateliers, conçues en partenariat avec le ministère de la Culture, hébergent des familles d'artistes et marquent un pari réussi pour l'ensemble du quartier. Ça, c'est une opération qui coûte des millions et qui regroupe à la fois les communes concernées, le département, l'État et les sociétés HLM. Et ça s'est terminé à peu près, ça a duré 10 ans. Donc en 2015-2014, la rénovation était terminée. Il y a eu des destructions de barres d'immeubles et on a essayé de reconstruire avec pour objectif de mixer un petit peu la population, faire du logement social, mais également du locatif au prix, j'allais dire au prix coûtant, et de l'accès à la propriété. Tout en construisant, en démolissant, en ouvrant le quartier à l'ensemble de la ville, il était important de conserver les espaces verts qui faisaient la réputation tout de même de la butte du Noyer-Renard à l'origine. Ça a été un choix, notamment pour éviter d'avoir cet effet de grands ensembles d'immeubles sans pouvoir offrir une offre de service à nos locataires. On voit la tête de Zolan. Alors vacances, alors tu risques pas, hein? C'est moi aussi. On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants en bas âge livrés à eux-mêmes. Et on voulait essayer d'inculquer à certaines mamans du quartier que les enfants, à partir d'un certain âge, ils n'ont rien à faire dehors tout seuls. On se mettait toutes ici et on inscrivait le nom des mamans qui venaient, donc c'est comme ça qu'on a fait des connaissances. On avait un grand panneau avec le règlement du jardin d'enfants. Et c'est sur la butte donc on a fait ces fameux pique-niques qu'on vous a dit. On a réuni plein d'habitants du quartier qui venaient voir ce qu'on faisait. Et en fin de compte, l'association est arrivée après. Et je crois que c'est l'école qui fait connaître tout le monde. À l'origine, disons il y a les plantations d'arbres par-ci, par-là, mais pas de parc véritablement. Quelques squares comme justement celui de la butte au berger où les enfants allaient jouer. Celui qui existe, dont j'ai un peu oublié le nom, qui est bordé par les nouvelles maisons et les maisons d'artistes, ce qui fait que c'est assez arboré, mais il n'y a pas un espace vert véritablement dédié. Ceci dit, sur la commune d'Athis-Mons, il y a beaucoup d'espaces verts. Ce n'est pas très très loin, faut-il encore passer la nationale et aller de l'autre côté. Moi, en 70, quand je suis arrivée, c'était convivial. C'était vraiment un petit paradis. Il y avait des bancs, il y avait des fleurs, c'était fleuri partout.
La place que vous voyez là-bas, qui à côté était complètement transformée, à l'époque, il y avait, je vous dis, un bac avec de l'eau, des jets d'eau et tout ça. On s'asseyait tout autour et le soir, donc toutes les femmes, les gens qui se connaissaient, le soir, on allait, chacun ramenait quoi que ce soit, ce qu'il avait en sa possession et tout ça. Et puis on passait des soirées formidables. C'est là au Ski-Dome qu'on a fait les fêtes costumées, ou alors quand il y avait la salle des fêtes là-bas, on nous la prêtait. L'intérêt est également de développer les jardins partagés, ou en tous les cas laisser place à des aires de jeu qui permettent effectivement aux enfants de pouvoir s'épanouir sous l'œil de leurs parents. J'ai habité au ZEF, à l'époque on disait les FFF, de 1960 à 1970. Mes parents sont arrivés juste un petit peu après la construction des bâtiments. Il y en avait encore qui n'étaient pas encore tout à fait finis. Et à l'époque, j'avais de 4 à 14 ans. Mon terrain de jeu, c'était la butte. Donc voilà. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un enfant de la butte. Alors, c'est pas la butte Montmartre, c'est tout simplement la butte des F. C'est là que je jouais aux billes, que je courais autour. À l'époque, il n'y avait pas toute la déco. On se contentait il y a une petite cage d'écureuil, un bac à sable, un truc comme ça. Et j'habitais au 4e étage du 8 rue de l'Épinette, qu'on voit là. Et à l'époque, les arbres, ils étaient tout petits. On venait de les planter, alors que maintenant, c'est devenu des grands arbres qui atteignent le haut du toit. J'ai fait ma communion à l'église, qui était en fait, qui maintenant était l'espace Michelet, mais à l'époque c'était une église. Alors c'est un peu curieux de se dire qu'une église est devenue une espèce de salle de spectacle. Et j'étais à l'école ici, à l'école Branly, du cours préparatoire au CM2. La butte au Berger était plutôt un lieu emblématique pour les enfants. C'était un espace vraiment de jeu que les habitants s'étaient appropriés en faisant, mais c'était vraiment les enfants, puisque ce sont les enfants des écoles qui ont édifié des petits non, ils étaient assez grands, des personnages en mosaïque. Il y avait le roi, la reine. Une partie de ces mosaïques ont été récupérées par l'école Branly, je crois. Mais je ne sais pas ce qui est advenu des autres. En complément, nous avons également des rassemblements de familles au niveau des aires de jeu qui sont situées au niveau entre Ormes-Robinet et Pitouret, donc au niveau des Marronniers, la place des Marronniers, et également derrière Pitouret et au niveau de l'allée de la Porte des Champs. Tout à l'heure, quand vous parlez, vous disiez c'est chacun pour soi. Moi, quelque part, je le ressens parce que je suis pas dans mon collège du secteur. Normalement, je suis censée être à Doualande, mais je suis à Ronsard. Et là-bas, on me dit ouais, où t'habites? Je leur dis au 3F. Ils me disent oh là là, il y a beaucoup de voyous, t'as pas de chance. Ouais, moi, j'y mettrai jamais les pieds là-bas, j'ai trop peur. Des fois, je leur explique que c'est pas vrai, mais bon. C'est pas ce qu'ils imaginent. Ouais, ils se font des fausses idées. Pour ce qui est du désenclavement du Noyer-Renard et des transports, il y a des bus qui passent, qui vont rejoindre la N7 et puis qui ensuite vont sur la gare de Juvisy ou vont sur le centre d'Athis. Il y a également concernant les scolaires, et ça avait été voulu au moment de la construction du collège de la Lande. La maire de l'époque, je crois, il me semble que c'était donc Madame Liebman, avait voulu, à l'instar du modèle américain, faire ce qu'on appelait le busing, c'est-à-dire que les enfants qui habitaient les grands ensembles devaient aller dans des collèges qui se trouvaient plutôt dans une zone pavillonnaire ou résidentielle. C'est ainsi qu'il n'y a pas de collège sur ce secteur, alors qu'il y a une population importante, mais que le collège où vont les enfants du Noyer-Renard, c'est le collège de la Lande. Donc il y a des bus dédiés qui prennent les enfants ici et qui les emmènent au collège de la Lande. La partie commune a été repeinte, ça c'est bien, parce que ça fait quand même... c'est toujours agréable de vivre dans quelque chose de propre, même si... Je pense que l'idée d'HLM, c'est pas parce que c'est un HLM que ça doit être sale. Je pense que ça sera une passe comme disant il faut essayer d'imiter Paris
des entrées comme ça, des rues qui convergent vers une place. C'est l'idée. Mais c'est pas Paris, mais quand même. C'est déjà bien pour raccorder un peu les gens. Donc. Si vraiment c'est les photos qu'on a vues, c'est fait vraiment comme les photos, ça va être très joli. C'est dans la deuxième tranche de construction qu'il y a eu construction d'une église, construction des écoles, mais que des écoles primaires, hein, école maternelle et école élémentaire, construction d'un gymnase qui est le gymnase Hébert. Et puis il y a eu la construction d'un centre commercial à l'époque qui s'appelait Attaque, qui avait l'originalité d'avoir un toit en béton avec une architecture qui a été primée par les grands architectes. La démolition de la piscine, ça pour le coup a marqué les esprits, y compris la démolition du commerce alimentaire. Mais pour autant, effectivement, avec l'évolution et l'ouverture des réseaux de transport en commun, les locataires ont pu s'orienter vers les différents dispositifs de la ville. Et aussi, la ville, du coup, a ouvert des antennes, notamment récemment, et qui permettent finalement d'accéder au réseau de droit public sans pour autant descendre sur le bas historique de la ville. Alors, il est certain maintenant que l'arrivée du tramway, pour l'instant, il s'arrête à Carrefour, mais il doit aller sur Juvisy, ça donne quand même une ouverture, une fenêtre sur les gens du Noyer-Renard, parce que c'est pas très très loin, la N7, le tramway va être là, mais ils sont quand même éloignés du RER. Et c'est souvent d'ailleurs les problèmes des grands ensembles. C'est la même chose à Savigny, à Grandvaux, parce qu'ils sont carrément de l'autre côté de l'autoroute. Il n'y a pas cet isolement comme à Grandvaux, mais il y a quand même une forme, pas de relégation, mais un petit peu d'isolement au niveau des moyens de transport. C'est calme, c'est bien entretenu, c'est propre. Extérieur, je trouve qu'il y a eu de bonnes choses de fait. C'est beaucoup plus neuf, c'est convivial. Avec les nouveaux commerçants, c'est accueillant. C'est un très beau quartier, on s'y sent bien. Ce qui avait été marquant quand il y a eu le renouvellement urbain et la présentation du projet, lorsque le projet prévoyait justement la démolition et la fermeture de la piscine, prévoyait la fermeture du commerce alimentaire au profit de Carrefour. Ça avait vraiment marqué les esprits, puisque là, pour le coup, ça démontrait physiquement cette nécessité du coup, de se rendre à l'extérieur du quartier pour accéder à un certain nombre de services publics, même si le gymnase a été maintenu et pour le coup qui est toujours utilisé à ce jour. À partir de 2010, une deuxième phase de travaux a permis la sortie de terre de plusieurs programmes immobiliers diversifiés situés à proximité de l'avenue de Morangis ainsi qu'à l'arrière de l'espace Michelet. 12 maisons de ville en locatif libre construites par l'association foncière Longement Allée des Merizets. 20 pavillons locatifs libres, construits par Kaufmann & Broad pour le compte de la SNI, rue des Blancs-Fossés et des Cernats. 16 logements sociaux, construits par I3F sur une conception de l'atelier BLM, avenue de Morangis et rue des Picardeaux, avec la CAF et le CMPP en rez-de-chaussée. Une villa urbaine de 4 logements sociaux construits par I3F et dessinés par l'atelier BLM, rue des Picardeaux. 20 logements sociaux construits par I3F selon les plans de l'architecte Christina Conrad, rue de la Remise du Paradis et de la Fosse aux Bois. 4 autres chantiers dans le quartier ont été livrés en 2011 et 2012. 20 logements locatifs libres construits par l'association Foncière Logement à l'angle de l'avenue de Morangis et de la rue des Blancs-Fossés accueillent la PMI en rez-de-chaussée. L'entrée de quartier est également profondément modifiée de 2010 à 2013 par la démolition, rue des Froides-Bouillies, des commerces entourant la chaufferie du quartier. Constituant une nouvelle entrée de quartier depuis la départementale, via la rue des Froides-Bouillies, 2 programmes collectifs de l'association Foncière Logement et Immobilière 3F ont été érigés. 26 logements locatifs libres à l'angle de l'avenue de Morangis et de la rue des Froides-Bouillies ont été livrés en 2012. L'immeuble comprend un espace commercial en rez-de-chaussée, avec notamment l'installation d'un opticien. Un programme de 44 logements sociaux, construit par Immobilière 3F et dessiné par Cussac Architectes, accueille le nouveau supermarché du Noyer-Renard. Ces 2 programmes participent à la mutation d'une nouvelle entrée de quartier.
L'évolution fait que l'église, étant moins fréquentée, a été transformée en centre, j'allais dire, pas culturel, mais en salle des fêtes, ce qui est maintenant la salle Michelet. Et la petite église est derrière, rue du Paradis d'ailleurs, je trouve que c'est très bien, puisqu'elle s'appelle rue du Paradis. L'église a toujours été un lieu de rassemblement respecté par l'ensemble de la population, et ce malgré les moments de tension qu'on a pu connaître dans le quartier. Est-ce que vous arrivez à exercer certaines traditions et coutumes de votre pays d'origine ici au Noyer-Renard? Oui. Par exemple, ici à Espace Michelet, le Noyer-Renard nous offre la salle entière pour les fêtes de l'Aïd, par exemple. On a le droit de partager nos plats, nos connaissances pour certaines fêtes, ou même, par exemple, j'ai un ami indien qui a une certaine fête, un certain jour, et l'Espace Michelet est ouvert pour ce moment, et ça fait vraiment plaisir de la part du quartier de nous offrir cette place. Par contre, il n'y avait pas de place pour une mosquée, alors qu'il y a une population musulmane importante, et la mosquée se trouve toujours rue des Plantes, à Athis. Donc ils sont obligés d'aller de l'autre côté de la nationale. Dans les années 2000-2010, il y a eu une agence postale qui s'est installée dans la rue principale, et mais qui était soutenue par la mairie, mais pas tellement par la Poste, qui réduit tous ses services, et qui a été supprimée. Ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'elle rendait beaucoup de services aux habitants. Même si le magasin alimentaire dans toute sa splendeur a été démoli, il n'en reste pas moins que sur les nouveaux bâtiments construits à partir de 2016, un commerce de proximité a été maintenu qui aujourd'hui peut être le lieu de rassemblement, surtout entre midi et 2, où on voit une pluralité de publics, à savoir les locataires, les enfants de nos locataires, mais également des salariés ou même des extérieurs venant faire leurs courses. Toutes ces améliorations, il faudrait que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit dessus. Des groupes ou quelque chose, et ça, il faut une animation. Et ça, il faut une animation. Vous avez des souvenirs des fêtes ici, sur le quartier? Je trouve que là, ça a changé. C'était génial. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait plein de trucs. Vous êtes sur la place tout le temps de... Moi, finalement, je suis arrivée en 92 et je pense que ça s'est arrêté, je crois, la dernière grande fête en 96. On a arrêté cette fête, au moins ce rendez-vous annuel qui était important. La vie associative est extrêmement riche, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan culturel, ou même confessionnel, c'est-à-dire religieux. En ce qui concerne ces associations, les associations sont de plus en plus des associations liées à la communauté d'origine des habitants. C'est-à-dire, s'ils viennent des Comores, eh bien, il y a l'association comorienne. S'ils viennent de la Réunion, il y a l'association réunionnaise, l'association marocaine, l'association des Maliens, etc. Ces associations sont extrêmement actives. On s'est demandé, posé la question, comment procéder, mettre les actions communes pour que tout ce monde-là puisse participer. Et donc, nous, en tant que l'association des habitants du Noyer-Renard, et certains d'autres de nos partenaires, nous avons pu mettre en place ensemble et en commun des actions qui ont fait en sorte de pallier à pas mal de situations dans le quartier. Donc à la date d'aujourd'hui, quand on a Halloween, tout le monde est là. La fête de quartier, je me rappellerai toujours de la fête de quartier 2010 qui était le lancement après une longue série de fêtes mortes, parce qu'avant la réhabilitation, on n'avait pratiquement plus d'action sur le quartier. Et cette fête de quartier en 2010 avait lancé la fête de quartier, qu'aujourd'hui, notre fête de quartier rassemble plus de 800 personnes quand même.
peut le remarquer, avant, c'était un peu fermé. Il n'y avait pas trop de visiteurs. Maintenant, il y a des moments de fête dans le quartier, comme session de style, ou bien le ciné en plein air qui attire beaucoup plus de monde. Les gens qui habitent à côté, Savigny, Morangis, ont plus tendance à venir ici grâce à ces fêtes. La résidentialisation en pied d'immeuble a permis à nos locataires de pouvoir s'identifier à proprement parler au niveau de leur cœur d'habitation. Pour autant, au niveau du lien social et du rassemblement en pied d'immeuble, on le ressent de moins en moins. Néanmoins, lorsqu'il fait beau, ou en tous les cas sur les journées les plus agréables, beaucoup de nos locataires ou même d'extérieur se rejoignent au niveau de la place Mendès-France, qui reste la place en cœur de quartier, voire au niveau des espaces verts situés à côté de Orme-Robinet. Il y a la ludothèque, la bibliothèque, il y a l'espace Goscinny, il y a la mairie annexe, il y a tout. On a un centre commercial, je suis désolée, on est bien ici, pourquoi on irait vivre ailleurs? Même moi je suis en pavillon, regardez, je viens ici. Villiers. Non, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime ma cité. Il faut le dire, c'est important. Moi, lorsque j'étais élue, il y avait des fêtes organisées régulièrement l'été, en juillet, derrière Michelet, ce qu'on appelait la terrasse, où il y avait des concours de cuisine et de gâteaux, où les dames qui étaient de différentes origines faisaient leur spécialité, par exemple. Mais c'était toujours quand même très lié à leur pays d'origine. En ce qui concerne le sport, je sais qu'il y a tout ce qui... Alors d'abord, il y a le gymnase, les sports de combat sont assez prisés par les jeunes. Sinon, ils fréquentent les stades, le foot, je suppose, l'USOAM à Athis, le stade de rugby. Voilà, j'en sais pas tellement plus. Il y a, je crois, il y avait en tout cas à côté de la médiathèque, là au centre de loisirs, des activités manuelles, y compris pour les adultes, du dessin, de la poterie. Voilà. Par contre, la musique, c'est pas ici, c'est au centre-ville. Une cité, c'est plus passer à un quartier résidentiel, avec tous les pavillons qui ont été construits, les rénovations aussi. Le quartier, il a changé d'image, on va dire, auprès des gens. Il a une image plus positive par rapport à ce genre de rénovation, nouvelles constructions, nouvelles habitations. Ouais, il y avait plutôt un effet positif. Concernant les événements familiaux les plus marquants, que ce soit naissance, mariage, baptême, les locataires ont tendance à se réunir à l'extérieur de la résidence pour célébrer ces événements. Néanmoins, un des faits marquants, en tous les cas que moi j'ai pu observer, en cas de décès, nous avons régulièrement des demandes pour pouvoir occuper les espaces extérieurs ou nos parties communes afin de procéder aux veillées traditionnelles. Alors je me présente, je m'appelle Nounou Soumaré, j'ai 17 ans et demi, j'habite dans ce quartier. Je suis en terminale bac pro électrotechnique au lycée Clément Ader à Dismons. Je suis né ici, donc je suis là depuis la naissance. Après, je trouve que le quartier il a trop changé même.
Parce que là, ici, à l'emplacement même, avant, il y avait une fontaine. Et là, maintenant, c'est lisse, il y a des enfants qui peuvent jouer. Donc, je pense que ça a vraiment changé. Tu préférais le quartier d'avant en tant qu'environnement ou le maintenant? Maintenant, c'est plus moderne, mais je pense qu'avant, c'était bien aussi. Parce que le bâtiment, c'était renfermé, mais j'aimais bien cette ambiance-là. Il y avait les magasins, il y avait l'ancienne boulangerie. J'aimais bien l'ancien, parce que j'étais habitué, en fait. Un certain nombre, quand même, de festivités ont lieu au centre Michelet. Alors, ce centre Michelet a été incendié à une époque, donc pendant un certain nombre d'années, il n'y avait plus rien. Mais après, il y a eu la Covid, qui fait qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais moi, je sais que cette année, lorsqu'il y a eu la fête du jumelage avec la Roumanie, par exemple, avec Sinaia, on l'a faite au centre Michelet. Il y a quand même des activités culturelles qui ont lieu au centre Michelet. Nous avons également des événements festifs et destinés à l'ensemble de la population où pour le coup le quartier du Noyer-Renard s'y prête totalement avec la place Mendes France, avec le green derrière le parking de Orme-Robinet où effectivement de nombreuses manifestations sont organisées régulièrement. Concerts, installation de jeux gonflables, lecture et contes ou voire même des ateliers sportifs. Dans le cadre du plan de relance de 2009, puis grâce à une aide complémentaire de l'ANRU, de nouvelles opérations de démolition-reconstruction ont pu être programmées sur le secteur situé près du groupe scolaire Branly. Tout d'abord, la démolition de 59 logements de la barre F, située sur la rue de l'Épinette, a fait place au promoteur Gambetta, qui a développé un programme d'accession à la propriété de près de 138 logements. Enfin, en 2013-2014, les dernières démolitions des barres E et Q, situées rue du Noyer-Renard, ont permis la construction de 3 programmes d'accession très variés. 51 logements collectifs construits par Bouygues Immobilier à l'angle de la rue du Noyer-Renard et de la rue de l'Épinette. 44 logements collectifs construits par Marignan derrière le groupe scolaire. La coopérative Clarme, filiale du groupe 3F, a construit 10 maisons individuelles. Le programme de Next City, conçu par Architectonia, de 101 logements, finalise l'entrée de quartier en 2015. Il est desservi notamment par une nouvelle voie, la rue de l'Entente. Longtemps connu sous le nom de quartier des F, en raison du premier et unique bailleur propriétaire immobilière 3F depuis 1960 jusqu'en 2010, cette appellation est aujourd'hui dépassée en raison de la mixité de l'habitat et de la diversité des bailleurs et propriétaires. Aujourd'hui, le quartier du Noyer-Renard est ouvert et s'intègre pleinement dans sa ville. On va dire que l'image esthétique a bien changé. Après, au niveau de l'image sociale proprement dite, je ne sais pas s'il y a eu de réels changements en particulier. Notre vie a clairement changé. Par exemple, il n'y avait pas de boulangerie ici. Alors, avant, on faisait des longs chemins pour aller à une boulangerie et maintenant, c'est plus facile d'accès. Les maisons, on a maintenant des balcons, le parc, le terrain de foot. Il y a beaucoup plus de monde qui vient ici, donc c'est plus convivial et c'est plus facile d'accès, donc beaucoup mieux. En ce qui concerne la composition de la population, il y a eu des enquêtes de fait. D'abord, il y a eu une extrême jeunesse de la population. C'est vrai que c'est là où les écoles ont les classes les plus nombreuses, mais contrairement à ce que certains ont pensé sur Athis, l'opération ANRU n'a pas augmenté la population du Noyer-Renard, puisqu'il y a eu des démolitions. On a reconstruit, pas complètement à l'identique, mais plutôt dans des logements équivalents. Si la population d'Athis-Mons a augmenté ces 5 dernières années, ce n'est pas du fait du quartier du Noyer-Renard, mais des constructions qui ont eu lieu le long de la Nationale 7 en particulier. Voilà. Donc ça, c'est pour les strates de la population en ce qui concerne l'âge. Sur le plan socio-professionnel, là aussi, il faut se reporter aux enquêtes de l'INSEE et on voit que c'est une population extrêmement modeste. Il doit y avoir, bien entendu, je ne connais pas par cœur les pourcentages, beaucoup de gens au RSA, beaucoup de gens qui ont des allocations au chômage. C'est sûr que lorsque les gens arrivent à une forme d'ascension sociale, eh bien, ils déménagent et
ils vont soit dans une autre commune, soit dans la zone pavillonnaire ou résidentielle d'Athis-Mons. Donc on a une population plutôt modeste. Je ne peux pas rester toute une journée à Paris. Moi, vers 5h, je reviens aux ZEF. Franchement, honnêtement, je ne me vois pas déménager des ZEF. Je suis trop attachée. C'est une ambiance, c'est mes racines, je ne peux pas quitter les ZEF. Malgré les tensions qui peuvent être rencontrées dans le quartier, il s'avère que le quartier du Noyer-Renard reste attachant et surtout source de valeurs et des origines. De nombreuses familles souhaitent obtenir une mobilité au sein même du parc du Noyer-Renard, tout simplement puisqu'ils y ont leur habitude, leur famille, le réseau de santé, mais également les réseaux de transport en commun leur permettant de se rendre au travail.